Sors de ma maison, tu n'as droit à rien. C'est cette phrase que j'ai entendue 3 jours après avoir enterré mon mari. 3 jours après avoir fermé le cercueil de l'homme que j'avais aimé pendant 20 ans. 3 jours après avoir senti le poids du silence remplacer sa voix dans chaque pièce de cette maison que nous avions bâtie ensemble. Ces mots-là, je ne les oublierai jamais. Ils ont été prononcés par Arthur, mon beau-fils. Un homme de 35 ans que j'avais vu grandir, que j'avais nourri, consolé, accompagné. Un homme qui, ce soir-là, m'a regardé comme si j'étais une étrangère, comme si je n'avais jamais appartenu à cette famille. Je suis partie. Je suis sortie en silence, avec juste un sac de voyage et l'alliance de Damien dans ma poche. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement fermé la porte derrière moi et j'ai marché dans la nuit froide de novembre, sans savoir où aller. 7 jours plus tard, Arthur a frappé à ma porte, désespéré. Mais je ne vais pas vous raconter ça maintenant. Pas tout de suite, parce que pour comprendre ce qui s'est passé, il faut que vous sachiez qui j'étais avant, qui nous étions, Damien et moi, et comment j'en suis arrivée là. Je m'appelle Margot Durand, j'ai 60 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Tout a commencé il y a 20 ans. J'avais 40 ans à l'époque. Je travaillais comme assistante de direction dans un cabinet d'avocats à Lyon. Ma vie était simple, organisée, un peu solitaire. J'avais vécu un premier mariage qui s'était terminé des années auparavant, sans enfant, sans drame. Juste une séparation douce entre 2 personnes qui n'avaient plus rien à se dire. Je ne cherchais personne. Je ne rêvais plus du grand amour. J'avais appris à vivre seule, et cela ne me pesait pas. Mais la vie, parfois, décide autrement. C'était un mardi après-midi, en mars 2005. Damien est entré dans le cabinet pour une consultation. Il venait de perdre sa femme dans un accident de voiture 6 mois plus tôt. Il cherchait des conseils pour organiser la succession et protéger son fils, Arthur, qui avait 15 ans à l'époque. Je me souviens de son regard ce jour-là. Il était fatigué, perdu, mais il y avait une douceur dans ses yeux, une politesse naturelle. Il m'a souri en me remerciant pour le café que je lui avais servi. Un sourire discret, presque timide. Nous nous sommes revus, d'abord par hasard, dans une librairie du centre-ville, puis pour un café, puis pour un dîner. Damien était architecte. Il parlait de bâtiments comme d'autres parlent de musique, avec passion, précision, respect. Il me racontait comment une fenêtre bien placée pouvait changer la lumière d'une vie entière. Il était veuf, moi, divorcé. Nous n'avions ni l'un ni l'autre l'énergie pour les jeux de séduction. Nous nous sommes simplement apprivoisés, lentement, honnêtement. 3 mois plus tard, il m'a présenté à Arthur. Ce jour-là, j'ai compris que je n'entrais pas seulement dans la vie de Damien. J'entrais dans celle d'un adolescent qui venait de perdre sa mère. Un garçon intelligent, silencieux, observateur. Arthur me regardait comme on observe un intrus, avec méfiance. Avec une question muette dans les yeux. Qui êtes-vous pour prendre sa place? Je n'ai jamais essayé de remplacer sa mère. Jamais. Je n'aurais pas pu, et je ne l'aurais pas voulu. Mais j'ai essayé d'être présente, d'être juste, de respecter sa douleur. Damien et moi nous sommes mariés 1 an plus tard, en mai 2006. Une petite cérémonie à la mairie, avec quelques amis proches. Arthur était là, en costume gris, le visage fermé. Il n'a presque rien dit de toute la journée. Mais quand Damien lui a mis la main sur l'épaule et lui a demandé s'il était d'accord pour que nous formions une nouvelle famille ensemble, Arthur a hoché la tête, une seule fois, sans sourire. J'ai pris ce geste comme un début, comme une permission fragile. Les premières années ont été paisibles. Damien travaillait beaucoup, mais il rentrait toujours pour le dîner. Nous avions acheté une maison dans le quartier de la Croix-Rousse. Une belle maison bourgeoise avec un petit jardin à l'arrière et une verrière qui donnait sur les toits de Lyon. Damien disait que c'était la lumière de cette verrière qui l'avait convaincu d'acheter. Arthur finissait le lycée. Il était brillant, mais distant. Il me parlait peu, il répondait poliment quand je lui posais des questions, mais il ne me racontait rien de sa vie. Pas ses amis, pas ses rêves, pas ses chagrins. Je respectais son silence. Je me disais qu'il avait besoin de temps, que la confiance ne se commande pas. Damien, lui, me disait souvent « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée après tout ce chaos ». Il me le murmurait le soir quand nous étions seuls dans le salon, avec juste la lumière d'une lampe et le bruit de la pluie contre les vitres. Il avait une façon de toucher mon alliance quand il me parlait, comme pour vérifier qu'elle était toujours là, comme pour se rassurer que je ne partirais pas. Moi aussi, je touchais son alliance, souvent. Surtout quand il n'était pas là,
C'était devenu un geste machinal, une façon silencieuse de me rappeler qu'il existait, qu'il m'aimait, qu'il reviendrait toujours. Arthur est parti étudier l'économie à Paris. Il avait 19 ans. Il venait nous voir 1 ou 2 fois par an, à Noël, parfois en été. Il était poli, distant, occupé. Il parlait surtout avec son père. Avec moi, il échangeait des formules de courtoisie. « Bonjour Margot. Merci pour le repas. Bonne nuit. » Jamais un mot de trop, jamais une confidence, jamais une vraie conversation. Damien me disait que c'était normal, que les jeunes hommes avaient besoin de distance avec leur famille pour se construire, que cela passerait avec le temps. J'ai voulu le croire. Mais il y avait quelque chose dans le regard d'Arthur qui me mettait mal à l'aise. Une froideur calculée. Une façon de me regarder comme si j'étais transparente. Comme si je n'avais aucune importance. Comme si, au fond, il attendait juste que le temps passe pour que je disparaisse de sa vie. Je n'en parlais pas à Damien. Je ne voulais pas créer de conflit entre eux. Damien aimait son fils plus que tout. Il était fier de lui. Fier de ses études, de sa carrière, de son ambition. Arthur travaillait dans la finance à Paris. Il gagnait bien sa vie. Il portait des costumes élégants, des montres suisses, des chaussures italiennes. Il avait une petite amie que nous n'avons rencontrée qu'une seule fois. Une jeune femme blonde, souriante, qui parlait peu et hochait beaucoup la tête. Ils se sont séparés quelques mois plus tard. Arthur ne nous a rien expliqué. Il a juste dit « c'est terminé ». Puis, il a changé de sujet. Les années ont passé. Damien et moi avons vieilli ensemble. Tranquillement. Nous voyagions un peu. Nous recevions des amis. Nous marchions le dimanche le long de la Saône. Nous parlions de tout et de rien. De livres, de projets, de souvenirs. Il me disait souvent « Margot, tu es ma paix ». Et moi, je lui répondais « Et toi, tu es ma maison ». Ces mots-là étaient vrais. Damien était devenu ma maison. Pas l'endroit où je vivais, mais l'endroit où je respirais. Arthur venait de moins en moins. 1 fois par an, puis tous les 2 ans. Il envoyait des messages courts. Tout va bien, beaucoup de travail, on se voit bientôt. Mais bientôt n'arrivait jamais vraiment. Damien en souffrait. Il ne le disait pas, mais je le voyais dans ses silences, dans la façon dont il regardait son téléphone en attendant un appel qui ne venait pas. Je lui prenais la main. Je ne disais rien. Parfois, les mots ne servent à rien. Puis, il y a 2 ans, tout a changé. Damien a commencé à se fatiguer. Beaucoup. Il rentrait du travail épuisé. Il avait du mal à monter les escaliers. Il oubliait des choses, des rendez-vous, des noms, des dates. Au début, il en riait. Je vieillis, Margot. C'est tout. Mais moi, je voyais bien que ce n'était pas juste la vieillesse. Je l'ai convaincu de consulter un médecin, puis un autre, puis un spécialiste. Le diagnostic est tombé en octobre 2023. Une maladie dégénérative, incurable, progressive. Damien avait 68 ans. Nous avions encore tant de projets, tant de voyages à faire, tant de dimanches à marcher ensemble. Mais le temps, soudain, s'était raccourci. J'ai appelé Arthur pour lui annoncer. Il a répondu au bout de 5 sonneries. « Oui, Margot ?» Sa voix était froide, pressée. Je lui ai expliqué. La maladie, le pronostic, la nécessité qu'il vienne voir son père. Il y a eu un silence. Puis, je vais organiser ça. Il est venu 3 semaines plus tard. Il est resté 2 jours. Il a parlé avec son père dans le bureau, porte fermée. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Quand il est reparti, il m'a juste dit « Tiens-moi au courant ». Pas un mot de réconfort. Pas une question sur mon état. Rien. Damien, lui, semblait soulagé. Il est venu. C'est tout ce qui compte. Mais moi, je sentais quelque chose de différent. Quelque chose qui m'échappait. Une tension. Une impatience dans les yeux d'Arthur que je n'arrivais pas à nommer. Les mois suivants ont été difficiles. Damien perdait ses forces, lentement, cruellement, mais il gardait sa dignité. Il se levait chaque matin, il s'habillait, il souriait. Il me prenait la main et me disait « On va y arriver, Margot ». Je ne sais pas s'il y croyait, mais il le disait, et cela me suffisait. Arthur appelait de temps en temps, de brefs appels. « Comment va papa ?»« Pas de changement. »« D'accord, tiens-moi informé. »« Jamais. »« Comment vas-tu, toi, Margot ?»« Jamais. »« Tu as besoin de quelque chose ?» Je ne lui en voulais pas. Pas encore. Je me disais que chacun réagissait à sa façon face à la douleur, que certains se rapprochent et d'autres s'éloignent. Mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer.
Une voix que je ne voulais pas entendre. Il attend. Un soir, Damien m'a demandé de m'asseoir à côté de lui dans le salon. Il faisait froid dehors. Nous avions allumé la cheminée. La lumière des flammes dansait sur les murs. Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. Une enveloppe blanche, cachetée. « Margot, j'ai mis à jour mon testament. » Mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas penser à un monde où Damien n'existerait plus. Mais il a insisté. « Écoute-moi, c'est important. » Il m'a expliqué. Calmement, posément, comme il expliquait tout, avec cette clarté d'architecte qui dessine des plans précis. Tout est à ton nom. La maison, les comptes, les investissements, tout. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais il a levé la main. Arthur héritera, mais seulement après toi. Ou si tu décides de lui transférer quelque chose de ton vivant, c'est ta décision, pas la sienne. J'ai regardé l'alliance à son doigt, puis la mienne. Pourquoi tu fais ça? Il a souri, un sourire triste, fatigué, parce que je te connais, et parce que je connais mon fils. Il n'a rien ajouté. Mais dans ce silence, j'ai compris. Damien avait vu ce que je refusais de voir. Il avait vu la froideur, l'impatience, l'attente. Il protégeait. Pas Arthur, moi. Promets-moi une chose, Margot. Quoi? Ne laisse personne te faire sentir que tu ne mérites pas ce que je te laisse. Tu es ma femme. Tu m'as aimée. Tu m'as accompagnée. Tu mérites tout. J'ai posé ma tête sur son épaule. J'ai pleuré, doucement, sans bruit. Il a touché mon alliance, puis la sienne. On est ensemble, Margot. Même après. Damien est décédé le 15 novembre 2024, un matin gris, silencieux. Il s'est endormi dans notre lit, ma main dans la sienne. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas appelé tout de suite. Je suis restée là, assise à côté de lui, à regarder son visage paisible. Puis, j'ai touché son alliance, une dernière fois, et j'ai appelé Arthur. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne le méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Arthur est arrivé le lendemain. Il a pris le premier train depuis Paris. Quand il a franchi la porte, je l'ai vu s'arrêter dans l'entrée. Il regardait la maison comme s'il la voyait pour la première fois, ou peut-être comme s'il la calculait déjà. Il portait un long manteau noir et une écharpe grise. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Même dans le chagrin, Arthur gardait cette apparence impeccable, cette armure de contrôle. « Où est-il » a-t-il demandé. « Dans notre chambre. » Il est monté, sans un mot. Je suis restée en bas, dans la cuisine, à préparer du café que personne ne boirait. J'entendais ses pas à l'étage, lents, hésitants, puis plus rien. Un long silence. Je ne sais pas combien de temps il est resté là-haut. 1 heure, peut-être plus. Quand il est redescendu, ses yeux étaient secs, pas une larme. Juste une tension dans la mâchoire, une raideur dans les épaules. « Il faut appeler les pompes funèbres », a-t-il dit. Pas « Comment vas-tu, Margot ?» Pas « Je suis désolé ». Juste l'organisation, le protocole, la logistique de la mort. J'ai hoché la tête. Je m'en suis déjà occupé, ils viennent cet après-midi. Il a eu l'air surpris, presque contrarié, comme si j'avais pris une décision qui ne m'appartenait pas. Tu aurais dû m'attendre. Arthur, ton père est mort hier matin. Je ne pouvais pas attendre. Il a détourné le regard. Il a marché vers la fenêtre du salon. Cette grande baie vitrée que Damien aimait tant. Celle qui donnait sur le jardin et laissait entrer toute la lumière du matin. Il faudra régler beaucoup de choses, a-t-il murmuré, comme pour lui-même. Je me suis demandé à quoi il pensait. Aux fleurs, à la cérémonie, ou déjà à autre chose. Les jours qui ont suivi ont été étranges. La maison s'est remplie de gens, des amis de Damien, des collègues, des voisins que nous connaissions à peine. Tout le monde apportait des plats, des fleurs, des mots maladroits. Arthur était présent, mais absent. Il parlait avec les uns et les autres. Il serrait des mains. Il hochait la tête. Mais il ne me regardait jamais. Pas une seule fois. J'organisais tout. Les faire-part, le cercueil, la musique pour la cérémonie. Arthur ne proposait rien. Il acquiesçait à tout ce que je suggérais, avec une politesse glaciale. Le soir, quand tout le monde partait, il montait dans sa chambre d'adolescent, celle que Damien avait gardée intacte toutes ces années, avec les posters de films, les étagères pleines de livres qu'Arthur n'avait jamais repris. Je restais seule dans le salon, avec l'alliance de Damien dans ma poche. Je la touchais sans arrêt, comme pour vérifier qu'elle était encore là, comme pour me rappeler que tout cela avait été réel. Le jour des funérailles, il pleuvait.
Une pluie fine, froide, qui s'infiltrait sous les cols et trempait les chaussures. L'église Saint-Nizier était pleine. Damien avait été aimé, respecté. Les gens étaient venus nombreux. J'étais assise au premier rang, Arthur à ma gauche. Entre nous, un espace vide, quelques centimètres qui ressemblaient à des kilomètres. Le prêtre a parlé de lumière, de passage, de vie éternelle. Des mots doux qui glissaient sur la douleur sans jamais la toucher vraiment. J'écoutais à peine. Je regardais le cercueil, ce long rectangle de bois clair où Damien reposait. Je pensais à toutes les fois où il m'avait prise dans ses bras, à toutes les fois où il avait posé sa main sur mon épaule en me disant « Tout va bien, Margot, je suis là ». Maintenant, il n'était plus là, et je ne savais pas comment continuer sans lui. Après la cérémonie, nous sommes allés au cimetière. Le caveau familial était situé dans le vieux cimetière de Loyasse, sur les hauteurs de Lyon. Un endroit calme, entouré d'arbres, avec une vue sur la ville en contrebas. La première femme de Damien y était déjà enterrée, la mère d'Arthur. Je me suis demandé ce qu'elle penserait de tout cela, de moi, de son fils, de cette succession qui allait tout compliquer. Arthur est resté longtemps devant la tombe, les mains dans les poches, le regard fixe. Il ne pleurait pas. Il regardait juste la pierre tombale comme s'il attendait une réponse. Les gens sont venus me présenter leurs condoléances. Ils me serrèrent la main. Ils me disaient « Courage, Madame Durand. Il était un homme bien. Vous avez été une épouse merveilleuse. » Ces mots étaient gentils, mais ils glissaient sur moi sans me toucher. J'avais l'impression d'être dans un film, un long film muet où je jouais un rôle que je ne comprenais pas. Quand tout le monde est parti, Arthur s'est approché de moi. « Il faut qu'on parle. Maintenant ? Bientôt, quand tu seras prête. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une tension, une urgence contenue. « De quoi veux-tu parler, Arthur ? De la maison ? Des affaires de papa ? De l'héritage ?» J'ai senti mon cœur se serrer. Nous venions à peine de refermer le caveau. La terre était encore fraîche sur le cercueil. Et déjà, il parlait d'héritage. « Pas maintenant, Arthur, s'il te plaît. » Il a froncé les sourcils, mais il a hoché la tête. « D'accord, mais il faudra en parler. Rapidement. » Il est parti sans un regard en arrière, sans un mot de réconfort, sans une main posée sur mon épaule. Je suis restée seule devant la tombe, seule avec la pluie qui continuait de tomber, seule avec l'alliance de Damien dans ma poche. Les jours suivants ont été silencieux. La maison semblait immense sans Damien. Chaque pièce résonnait de son absence. Le salon où il lisait le soir, le bureau où il dessinait ses plans, la verrière où il aimait boire son café le matin en regardant les toits de Lyon. Partout, je voyais des traces de lui. Son pull sur le dossier d'une chaise, ses lunettes sur la table de chevet, son agenda encore ouvert à la date du 14 novembre. Je n'avais pas le courage de ranger. Pas encore. C'était comme si, en laissant tout en place, je gardais un peu de lui près de moi. Arthur était resté à Lyon. Il logeait chez nous. Il disait qu'il voulait être là pour m'aider. Mais il ne m'aidait pas vraiment. Il passait ses journées au téléphone. Il parlait à voix basse dans sa chambre. Il sortait souvent sans dire où il allait. Le soir, nous dînions ensemble. Des repas silencieux où les couverts faisaient plus de bruit que nos voix. « Tu devrais manger, Margot. Je n'ai pas faim. Il faut que tu prennes soin de toi. » Ces mots sonnaient creux, comme une formule apprise, une politesse mécanique. Je hochais la tête. Je faisais semblant. Mais au fond, je me demandais pourquoi il était encore là. Pourquoi il ne repartait pas à Paris? Pourquoi il tournait dans cette maison comme un animal en cage? Le 3e jour après l'enterrement, Arthur m'a demandé de m'asseoir dans le salon. « Margot, il faut qu'on discute sérieusement. » Je me suis assise. J'avais l'alliance de Damien entre mes doigts. Je la faisais tourner machinalement. « Je t'écoute. Papa ne t'a jamais parlé de ses dispositions? De ce qu'il avait prévu? Ses dispositions? Son testament? Ses biens? La maison? » J'ai hésité. Damien m'avait parlé de tout cela, oui, mais quelque chose me disait de rester prudente, de ne pas tout révéler. Pas encore. Il m'a dit que tout était en ordre. C'est-à-dire? Je ne sais pas exactement. Il a dit qu'il avait fait le nécessaire, que je n'aurais pas à m'inquiéter. Arthur a plissé les yeux. « Tu n'as pas demandé de détails? » « Non, Arthur, je n'ai pas demandé. J'étais occupée à accompagner ton père dans ces derniers mois, pas à planifier sa succession. » Le reproche dans ma voix l'a fait taire quelques secondes, mais il a vite repris. « Il faut que nous prenions rendez-vous avec le notaire, Maître Fontaine. C'est lui qui s'est occupé de tout. Il faut clarifier la situation rapidement. » « Pourquoi rapidement ?
parce qu'il y a des décisions à prendre, des démarches administratives, des comptes à clôturer. C'est normal, Margot. C'est la procédure. Il parlait de procédure, comme s'il parlait d'un dossier professionnel. Pas de son père, pas de notre famille, juste d'un problème à résoudre. Je vais appeler Maître Fontaine demain, ai-je dit. Je peux le faire si tu veux. Non. Je m'en charge. Il a eu l'air contrarié, comme si je lui enlevais un contrôle qu'il pensait avoir. Très bien. Tiens-moi au courant. Il s'est levé et il est sorti de la pièce. J'ai entendu ses pas dans l'escalier. Puis, la porte de sa chambre qui se fermait, je suis restée seule dans le salon, avec l'alliance de Damien entre mes doigts et une question qui tournait dans ma tête. Qu'est-ce qu'il cherche vraiment? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le lit, du côté de Damien. J'ai regardé la place vide à côté de moi, les draps encore marqués par son corps, l'oreiller qui gardait encore une légère odeur de son eau de Cologne. Je pensais à notre première rencontre, à ce sourire timide qu'il m'avait offert en me remerciant pour le café, à notre premier dîner où il m'avait raconté comment il avait dessiné sa première maison à l'âge de 12 ans, à notre mariage à la mairie où il m'avait dit en passant l'alliance à mon doigt « Avec toi, je recommence à croire que le bonheur existe ». Nous avions eu 20 ans ensemble, 20 ans de matins tranquilles, de dimanches au marché, de voyages en Provence, de soirées devant la cheminée, de disputes minuscules qui se terminaient toujours par un rire, de silences complices où aucun mot n'était nécessaire. Damien avait été un homme bon, doux, généreux. Il ne parlait jamais fort. Il ne jugeait jamais. Il écoutait. Il comprenait. Il aimait avec une constance que je n'avais jamais connue avant lui. Et moi, je l'avais aimé de toute la force de mes 40 ans, de toute la maturité de mes blessures guéries, de toute la gratitude d'une femme qui n'espérait plus rien et qui avait reçu tout. Je me souvenais de nos premières années, de la façon dont il me prenait la main quand nous marchions dans la rue, de la façon dont il posait sa tête sur mon épaule le soir en regardant un film, de la façon dont il me regardait le matin, les yeux encore ensommeillés, et murmurait « Bonjour ma belle ». Je me souvenais de nos dimanches à Loyasse, pas au cimetière, mais dans le parc juste à côté. Nous y allions souvent avant que Damien ne tombe malade. Nous nous asseyions sur un banc avec vue sur la ville. Nous regardions Lyon s'étendre en contrebas, les toits rouges, la Saône qui serpentait, les cloches des églises qui sonnaient au loin. Damien disait toujours « Cette ville, c'est ma vie entière. J'y suis né, j'y ai grandi, j'y ai construit ma carrière, j'y ai aimé, j'y mourrai. » Je lui répondais « Et moi, je suis arrivé à 40 ans, et tu m'as fait aimer cette ville comme si j'y étais né. » Il souriait, il me prenait la main, et nous restions là, en silence, à regarder le monde continuer sans nous. Je pensais aussi à Arthur, à cet adolescent silencieux que j'avais rencontré 20 ans plus tôt, un garçon qui venait de perdre sa mère, un garçon qui regardait son père se remarier avec une étrangère. J'avais essayé, vraiment, j'avais essayé de le comprendre, de respecter sa douleur, de ne jamais forcer une proximité qu'il ne voulait pas. Je me souvenais de son premier Noël avec nous. Il avait 16 ans. Damien avait insisté pour qu'on fasse un vrai réveillon, avec un sapin, des cadeaux, un repas de fête. Arthur était resté silencieux toute la soirée. Il avait ouvert ses cadeaux poliment. Il avait dit merci, mais il n'avait pas souri. Pas une seule fois. Quand Damien lui avait demandé s'il était heureux, Arthur avait haussé les épaules. Ça va. Damien avait insisté. Arthur, Margot a passé des heures à préparer tout ça. Le moins que tu puisses faire, c'est montrer un peu de reconnaissance. Arthur m'avait regardé, longtemps, avec cette expression indéchiffrable. Puis il avait dit « Merci Margot, c'était très bien ». Mais dans ses yeux, il n'y avait rien, ni gratitude, ni chaleur, juste un vide poli. Ce soir-là, j'avais compris que je ne serais jamais plus qu'une étrangère pour lui, que je pouvais faire tous les efforts du monde, cela ne changerait rien. Mais Damien, lui, y croyait encore. Il me disait « Il est jeune, il est blessé, mais il finira par comprendre, par t'accepter ». J'avais voulu le croire, pour Damien, pas pour moi. Les années avaient repassé. Arthur était devenu adulte. Il avait quitté la maison. Il avait fait sa vie à Paris. Et nous, Damien et moi, nous avions vieilli ensemble, tranquillement, paisiblement. Parfois, quand Arthur appelait, Damien raccrochait avec un sourire triste. Il a l'air bien, il travaille beaucoup. Je ne disais rien, mais je voyais bien que Damien souffrait, qu'il aurait aimé qu'Arthur appelle plus souvent, qu'il vienne plus souvent.
qu'il s'intéresse un peu plus à nous. Mais Arthur était occupé, toujours occupé, avec son travail, ses projets, sa vie. Une vie où nous n'avions qu'une toute petite place. Et maintenant, Damien était parti. Et Arthur était là, dans cette maison, à parler de procédure, de disposition, de héritage. Pas de son père, pas de nos souvenirs, pas de ce que Damien aurait voulu, juste de ce qu'Arthur croyait mériter. Pendant que je racontais tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Fontaine. Sa secrétaire m'a répondu avec cette voix douce et professionnelle que l'on prend pour parler aux veuves fraîches. Madame Durand, toutes mes condoléances. Maître Fontaine vous attend. Pouvez-vous venir jeudi prochain? 10 heures? Jeudi me convient. Parfait. Maître Fontaine m'a demandé de vous préciser que vous pouvez venir accompagner si vous le souhaitez. J'ai pensé à Arthur, à sa façon d'insister, à son regard calculateur. Je viendrai seul. Il y a eu un silence au bout du fil, comme si la secrétaire s'attendait à une autre réponse. Très bien, madame. À jeudi alors. Quand j'ai raccroché, Arthur était debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Je ne l'avais pas entendu descendre. C'était le notaire? Oui. Et rendez-vous jeudi, 10 heures. Je viens avec toi. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Une évidence pour lui. Je préfère y aller seul d'abord. Il a froncé les sourcils. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de comprendre les choses calmement, sans pression. Je ne te mets aucune pression, Margot. Non? Il a serré les mâchoires. J'ai vu cette tension familière revenir dans son regard. Cette impatience qu'il essayait de contrôler, mais qui transparaissait dans chaque geste. Margot, je suis son fils. J'ai le droit de savoir ce que mon père a décidé. Et tu le sauras. Mais laisse-moi d'abord rencontrer le notaire. Ensuite, je te dirai tout. Me dire? Tu parles comme si c'était toi qui décidais de ce que j'ai le droit de savoir ou pas. Arthur, ton père vient de mourir il y a 6 jours. 6 jours. Est-ce qu'on peut au moins attendre un peu avant de transformer ça en bataille juridique? Il a reculé d'un pas, comme si je l'avais giflé. Une bataille juridique? C'est comme ça que tu vois les choses? Non, mais c'est comme ça que toi, tu les vois. Le silence est tombé entre nous, lourd, hostile. Arthur a attrapé sa veste sur le dossier d'une chaise. Je sors. J'ai besoin de prendre l'air. Il est parti en claquant la porte. Je suis restée seule dans la cuisine, avec mon café refroidi, avec l'alliance de Damien dans ma poche, et avec cette sensation de plus en plus nette que quelque chose se fissurait. Arthur est rentré en fin d'après-midi. Il ne m'a pas adressé la parole. Il est monté directement dans sa chambre. J'ai entendu sa voix à travers le plafond. Il parlait au téléphone. Longtemps, avec animation. Je me demandais à qui il parlait. À un ami? À un avocat? À quelqu'un qui lui donnait des conseils sur la façon de gérer une succession? Le soir, il n'est pas descendu pour le dîner. J'ai mangé seul. Une soupe réchauffée. Du pain que je n'ai pas fini. Puis je suis montée me coucher. En passant devant la chambre d'Arthur, j'ai entendu sa voix encore. Plus basse, plus tendue. Je ne sais pas encore. Elle refuse de me dire quoi que ce soit. Oui, je sais. Non, elle n'a pas l'air au courant. Il faut que j'attende jeudi. Je me suis figée. Mon cœur battait fort, trop fort. Il parlait de moi, et il parlait comme si j'étais un obstacle, quelque chose à contourner. Je n'ai pas écouté davantage. Je suis allée dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le lit. J'ai sorti l'alliance de Damien de ma poche. Je l'ai regardée longtemps. Cette petite bague d'or simple, usée par les années, par les gestes, par l'amour. Damien, murmurai-je, qu'est-ce que je dois faire? Mais Damien ne répondait pas. Damien était parti. Et moi, j'étais seule face à un homme qui regardait cette maison comme un trésor à conquérir. Les jours suivants ont été étranges. Arthur et moi vivions sous le même toit, mais nous nous évitions. Nous croisions dans le couloir. Nous nous disions bonjour, bonsoir, mais rien de plus. Il sortait souvent. Il ne disait jamais où il allait. Il rentrait tard. Il s'enfermait dans sa chambre. Moi, je passais mes journées à ranger, à trier, à essayer de mettre de l'ordre dans le chaos silencieux que la mort de Damien avait laissé derrière elle. J'ai commencé par le bureau, les dossiers, les factures, les plans d'architecte que Damien gardait précieusement, des projets terminés, des projets abandonnés, toute une vie de création dessinée à la main. J'ai trouvé des photos. Damien jeune, Damien avec sa première femme, Damien avec Arthur bébé, Arthur enfant,
Arthur adolescent. Toujours ce même regard sérieux. Toujours cette même distance dans les yeux. J'ai trouvé aussi des photos de nous, Damien et moi, notre mariage, nos voyages, nos dimanches au parc. Ces images me faisaient mal et bien à la fois. Elles prouvaient que tout cela avait existé, que je n'avais pas rêvé ces 20 années de bonheur tranquille. Dans un tiroir, j'ai trouvé une lettre que Damien avait écrite. Elle était datée du mois d'août 2024, 3 mois avant sa mort. L'enveloppe portait mon nom. Pour Margot, à ouvrir après. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Ma chère Margot, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là. Et toi, tu es seule dans cette maison que nous avons aimée ensemble. Je sais que ce moment sera difficile. Je sais que tu auras peur, que tu te sentiras perdue. Mais je veux que tu saches une chose. Tu es plus forte que tu ne le crois. J'ai fait ce qu'il fallait pour te protéger. J'ai mis tout à ton nom. La maison, les comptes, tout. Ce n'est pas pour priver Arthur. C'est pour te protéger, toi. Je connais mon fils, Margot. Je l'aime. Mais je le connais. Il a été élevé dans le confort, dans la certitude que tout lui reviendrait un jour. Sa mère lui répétait souvent qu'il était l'héritier, que tout lui appartenait. Et quand elle est morte, cette idée s'est ancrée encore plus profondément en lui. Moi, j'ai essayé de lui apprendre autre chose. Le travail, la patience, la reconnaissance, mais je n'ai pas réussi. Pas complètement. Il y a en lui une dureté que je n'ai jamais comprise, une impatience qui me fait peur. Alors, j'ai décidé de te protéger. Non pas parce que tu es ma femme, mais parce que tu mérites d'être protégée. Tu m'as aimé quand j'étais perdue. Tu m'as accompagnée jusqu'au bout. Tu as renoncé à tant de choses pour être à mes côtés ces derniers mois. Ne laisse personne te faire sentir que tu n'as pas le droit d'exister ici. Tu as tout le droit, plus que n'importe qui. Arthur héritera, mais après toi, ou si tu décides de lui donner quelque chose, ce sera ta décision, pas la sienne, pas celle de quelqu'un d'autre, la tienne. Je sais que tu te demanderas peut-être si j'ai été juste, si j'ai été bon. La réponse est oui. J'ai été juste envers toi, envers nous, envers ces 20 ans que nous avons vécus. Sois forte, ma Margot. Sois digne. Sois toi-même. Je t'aime. Pour toujours. Damien. J'ai pleuré en lisant cette lettre. J'ai pleuré longtemps. Pas de tristesse seulement, mais aussi de reconnaissance. Damien avait vu, il avait compris, et il m'avait protégée. J'ai replié la lettre. Je l'ai mise dans ma poche, à côté de son alliance. Et j'ai compris que jeudi, quand j'irai chez Maître Fontaine, je ne serai pas seule. Damien serait là, dans cette lettre, dans ses mots, dans ses décisions. Le mercredi soir, Arthur m'a demandé à quelle heure était le rendez-vous. 10 heures. Je viendrai avec toi. Arthur? Non, Margot. Cette fois, je viens. C'est non négociable. Il y avait une fermeté nouvelle dans sa voix, une autorité qu'il n'avait jamais eue avant. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Très bien, viens. Il a eu l'air surpris, comme s'il s'attendait à ce que je refuse encore. Mais je n'avais plus envie de me battre, plus envie de reporter l'inévitable. On part à 9h30, ai-je dit. D'accord. Il est monté dans sa chambre. Je suis resté dans le salon. J'ai sorti l'alliance de Damien. Je l'ai fait tourner entre mes doigts. Demain, Damien. Demain, il saura. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je pensais à tout ce qui allait se passer. À la réaction d'Arthur quand il apprendrait. À sa colère. À son sentiment de trahison. Car pour lui, ce serait une trahison. Il était convaincu que tout lui revenait. Que c'était son droit. Son héritage naturel. Il ne comprenait pas que l'héritage, ce n'est pas juste une question de sang. C'est aussi une question d'amour, de présence, de respect. Damien m'avait aimé. Damien m'avait choisi. Et dans ce choix, il y avait une justice que je commençais seulement à comprendre. Le jeudi matin, nous sommes partis en silence. Arthur conduisait. J'étais assise à côté de lui. Nous ne parlions pas. La radio jouait une musique classique. Quelque chose de doux, de triste. Lyon défilait derrière les vitres. Les rues que je connaissais par cœur. Les places où Damien et moi avions marché tant de fois. Les cafés où nous avions bu des chocolats chauds les dimanches d'hiver. Tout me semblait différent. Plus froid, plus lointain. Nous sommes arrivés devant l'étude de Maître Fontaine. Un bel immeuble ancien dans le 2e arrondissement. Une porte cochère, une cour pavée, un escalier en pierre. Arthur a garé la voiture. Il est descendu rapidement, comme s'il avait peur que je change d'avis. Nous sommes montés au 2e étage. La secrétaire nous a accueillis avec un sourire professionnel. Madame Durand, Monsieur Durand,
Maître Fontaine vous attend. Elle nous a fait entrer dans un bureau lumineux. De grandes fenêtres donnèrent sur la cour, des étagères pleines de livres juridiques, un grand bureau en bois sombre. Maître Fontaine était un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, costume sobre, regard bienveillant. Il s'est levé pour nous accueillir. Madame Durand, Monsieur Durand, asseyez-vous, je vous en prie. Nous nous sommes assis, Arthur sur le bord de sa chaise, moi, les mains croisées sur mes genoux, l'alliance de Damien dans ma poche. Maître Fontaine a ouvert un dossier devant lui. Je tiens d'abord à vous présenter mes sincères condoléances. Monsieur Durand était un homme remarquable. J'ai eu l'honneur de le connaître depuis de nombreuses années. Merci, ai-je murmuré. Arthur n'a rien dit. Il fixait le dossier. Bien. Nous sommes ici pour la lecture du testament de Monsieur Damien Durand, décédé le 15 novembre 2024. Il a sorti plusieurs documents. Il a ajusté ses lunettes. Monsieur Durand a rédigé ce testament en septembre 2024, en présence de 2 témoins, conformément aux dispositions légales. Arthur se penchait en avant, ses mains serrées sur les accoudoirs du fauteuil. Maître Fontaine a commencé à lire. « Moi, Damien Durand, saint d'esprit et de corps, établis mes dernières volontés comme suit. » La voix du notaire continuait. Calme, posé, professionnel. « Je lègue l'intégralité de mes biens, mobiliers et immobiliers, comptes bancaires, placements et investissements, à mon épouse, Madame Margot Durand. » Arthur s'est raidi. Je l'ai senti à côté de moi, comme un ressort qui se tend. Avec usufruit total et pleine propriété. Attendez, a coupé Arthur. Qu'est-ce que ça signifie? Maître Fontaine a levé les yeux vers lui. Cela signifie, monsieur, que votre belle-mère hérite de tout, en pleine propriété. Tout? Oui. La maison, les comptes, les placements, tout. Arthur est devenu pâle, puis rouge, puis de nouveau pâle. Et moi? Maître Fontaine a poursuivi sa lecture. Concernant mon fils, Arthur Durand, il héritera de la totalité des biens à la mort de mon épouse, Margot Durand. Ou, si celle-ci décide, de son vivant, de lui transférer tout ou partie de l'héritage. Cette décision lui appartient entièrement et ne saurait être contestée. Le silence est tombé. Arthur me regardait, comme s'il me voyait pour la première fois, comme s'il venait de comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. C'est une blague? Non, monsieur. C'est un testament parfaitement légal. Votre père était libre de disposer de ses biens comme il l'entendait. Mais je suis son fils? Oui. Et vous hériterez. Mais pas avant le décès de Madame Durand. Sauf si elle décide autrement. Arthur s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient pleins de rage, de stupeur, d'incrédulité. Tu savais? J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. Oui, Damien m'en avait parlé. Et tu n'as rien dit? Tu ne m'as rien demandé, Arthur. Tu as juste parlé de procédure, d'héritage, de ce qui te revenait. Parce que c'est mon droit, c'est ma maison. Non, a dit doucement Maître Fontaine. C'est la maison de Madame Durand, légalement, intégralement. Arthur s'est levé brusquement, sa chaise a basculé en arrière. C'est inacceptable. C'est pourtant la volonté de votre père. Mon père n'était pas en état de décider. Il était malade. Monsieur Durand a rédigé ce testament en septembre dernier. Il était parfaitement lucide. Les témoins peuvent en attester. Et un médecin a certifié sa capacité juridique. Arthur tremblait, de colère, de choc, de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Il m'a regardé encore, avec une haine que je n'avais jamais vue dans ses yeux. Tu as manipulé mon père. Arthur, tu l'as convaincu de te donner tout, de me déshériter. Je ne t'ai pas déshérité. Tu hériteras, après moi. Après toi? Et si tu vis encore 20 ans, 30 ans, je n'aurai rien pendant tout ce temps? C'est ce que ton père a décidé. Non, c'est ce que toi, tu as décidé. Il a attrapé sa veste. Il s'est dirigé vers la porte. Arthur, attends. Non, je n'ai rien à attendre. Rien. Il est sorti en claquant la porte. Le silence est retombé. Maître Fontaine me regardait avec compassion. Madame Durand, je suis désolé. Ce n'est pas votre faute. Votre mari savait ce qui allait se passer. C'est pour cela qu'il a pris ses dispositions, pour vous protéger. J'ai hoché la tête. Les larmes montaient, mais je ne voulais pas pleurer. Pas ici. Merci, maître. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je suis sorti. Arthur n'était plus là. La voiture non plus. Il était parti. Il m'avait laissé là, seul. J'ai marché jusqu'à un banc dans la cour de l'immeuble. Je me suis assise.
J'ai sorti l'alliance de Damien. Et j'ai compris que la vraie bataille venait seulement de commencer. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix en ne disant rien à Arthur avant ce rendez-vous. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? J'ai attendu 1 heure sur ce banc. 1 heure entière dans le froid de novembre. J'espérais qu'Arthur reviendrait, qu'il se calmerait, qu'il comprendrait. Mais il n'est pas revenu. J'ai fini par appeler un taxi. Le chauffeur était un homme d'une 50aine d'années qui m'a regardé dans le rétroviseur avec curiosité. « Ça va, madame? Vous avez l'air fatiguée. »« Ça va. Merci. » Mais ça n'allait pas. Rien n'allait. Quand je suis arrivé à la maison, la voiture d'Arthur n'était pas là. J'ai ouvert la porte. Le silence m'a frappé comme une gifle. Ce silence que je commençais à connaître. Ce silence de l'absence. Je suis monté à l'étage. La porte de la chambre d'Arthur était ouverte. J'ai regardé à l'intérieur. Son sac n'était plus là. Ses affaires avaient disparu. Il était parti. Sur le lit, il avait laissé un mot, griffonné rapidement sur une feuille arrachée d'un carnet. « Je rentre à Paris. Ne m'appelle pas. » Pas de signature, pas de « au revoir ». Juste ces quelques mots secs, froids, définitifs. J'ai froissé le papier dans ma main. Je me suis assise sur le lit. Cette chambre où Arthur avait grandi. Cette chambre que Damien avait gardée intacte toutes ces années en espérant que son fils reviendrait plus souvent. Et maintenant, Arthur était parti, en colère, en se sentant trahi, en me détestant probablement plus que jamais. Les jours suivants ont été les plus longs de ma vie, plus longs même que ceux qui avaient suivi la mort de Damien. Parce qu'avec Damien, il y avait eu la douleur du deuil, mais avec Arthur, c'était autre chose. C'était la culpabilité, le doute, la peur. J'avais beau me répéter que Damien avait pris cette décision, que c'était lui qui avait voulu me protéger. Une partie de moi se demandait si j'aurais dû refuser, si j'aurais dû insister pour qu'il partage équitablement entre Arthur et moi. Mais une autre partie de moi savait que Damien avait vu juste, qu'il connaissait son fils mieux que je ne le connaissais, et qu'il avait fait ce qu'il fallait. J'ai essayé d'appeler Arthur. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Il ne répondait jamais. Ses messages restaient sans réponse. J'ai laissé des vocaux. « Arthur, s'il te plaît, parlons. Je ne veux pas que ça se termine comme ça. » Mais il ne rappelait pas. J'ai parlé à Maître Fontaine. Il m'a rassuré. « Madame Durand, vous n'avez rien fait de mal. Votre mari a pris ses dispositions en toute connaissance de cause. Donnez du temps à votre beau-fils. La colère finit toujours par retomber. » Mais je n'en étais pas sûre. Parce que la colère d'Arthur ne ressemblait pas à une colère normale. C'était quelque chose de plus profond, de plus ancien. Comme si toutes ces années de politesse froide avaient accumulé une rage silencieuse qui n'attendait qu'une excuse pour éclater. Décembre est arrivé. Les rues de Lyon se sont couvertes de décorations de Noël. Les lumières, les sapins, les vitrines scintillantes, tout ce qui autrefois me réjouissait me semblait maintenant artificiel, presque obscène. Damien était mort depuis 1 mois. Arthur ne donnait plus aucun signe de vie. Et moi, j'étais seule dans cette grande maison qui résonnait de son absence. J'ai essayé de continuer, de vivre, de faire les gestes du quotidien. Je me levais, je prenais mon café, je lisais, je marchais un peu dans le quartier, je rentrais, je me couchais, mais tout me paraissait vide, sans saveur, sans sens. Les amis de Damien m'appelaient parfois. « Comment allez-vous, Margot ?»« Ça va, merci. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est gentil, je vous remercie. » Des mots polis, des promesses qui ne mèneraient nulle part, parce que personne ne savait vraiment quoi dire à une veuve de 60 ans qui venait de perdre son mari et de se brouiller avec son beau-fils. Un soir, début décembre, j'ai reçu un email d'Arthur. Mon cœur a bondi quand j'ai vu son nom dans ma boîte de réception. Peut-être qu'il voulait parler, peut-être qu'il était prêt à écouter. J'ai ouvert le message. « Margot, j'ai consulté un avocat. Il m'a confirmé que le testament est légal, que je ne peux rien contester, que tout dépend de toi maintenant. Je voulais juste que tu saches une chose. Je ne te pardonnerai jamais. Tu as volé ma vie. Tu as volé mon héritage. Tu as profité de la faiblesse de mon père pour tout prendre. Je sais que tu vas probablement vivre encore 20 ou 30 ans. Et pendant tout ce temps, je devrais attendre. Attendre que tu meures pour récupérer ce qui aurait dû être à moi depuis le début. Tu peux garder ta maison, tes comptes, tes souvenirs, mais sache que je ne t'oublierai pas, et que justice sera faite un jour. Ne me contacte plus. Arthur. » J'ai lu et relu ce message.
Chaque mot était comme un coup de couteau. Tu as volé ma vie. Attendre que tu meures. Justice sera faite. Ces mots n'étaient pas ceux d'un fils en deuil. C'étaient ceux d'un homme qui avait décidé que j'étais son ennemi, que j'étais la cause de tous ses problèmes. J'ai voulu répondre, expliquer, défendre Damien, défendre ses choix. Mais qu'est-ce que je pouvais dire qui changerait quoi que ce soit? Arthur avait déjà décidé. Dans son esprit, j'étais la voleuse, la manipulatrice, l'étrangère qui avait détruit sa famille. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis montée dans ma chambre. Je me suis couchée tout habillée sur le lit. J'ai sorti l'alliance de Damien. Tu m'avais prévenu, Damien. Tu m'avais dit qu'il ne comprendrait pas, que je devrais être forte. Mais je ne sais pas si je le suis assez. Les jours ont continué à passer. J'essayais de ne pas penser à Arthur, de ne pas imaginer ce qu'il disait de moi, à qui il parlait, ce qu'il racontait. Je savais qu'il devait me décrire comme une femme calculatrice, comme quelqu'un qui s'était rapproché de Damien pour son argent, pour sa maison, pour son confort. Mais ceux qui me connaissaient vraiment savaient que c'était faux. Damien et moi n'avions jamais parlé d'argent. Jamais. Nous vivions simplement, confortablement, oui, mais sans ostentation, sans luxe. La maison de la Croix-Rousse valait cher, c'est vrai. Mais pour nous, ce n'était pas un investissement. C'était notre lieu de vie, notre refuge, l'endroit où nous avions construit notre histoire. Et maintenant, cet endroit était devenu un champ de bataille, un symbole de division, de haine. Un après-midi de mi-décembre, j'ai décidé de sortir marcher. J'avais besoin d'air, de mouvement, de ne plus rester enfermée dans cette maison qui me pesait de plus en plus. Je suis allée à Loyasse, au parc où Damien et moi avions l'habitude de nous asseoir. Le ciel était gris, il faisait froid, mais j'ai trouvé notre banc, et je me suis assise. De là, je voyais Lyon en contrebas, les toits, les clochers, la Saône qui serpentait. Tout était pareil, mais tout était différent. J'ai pensé à Damien, à toutes les fois où nous étions venus ici, à toutes nos conversations, à tous nos silences complices. Je me souvenais de cette fois, il y a 3 ans, où il m'avait parlé d'Arthur pour la première fois avec une vraie tristesse dans la voix. Tu sais, Margot, parfois je me demande si j'ai été un bon père. Bien sûr que tu as été un bon père. Je ne sais pas. Arthur est tellement distant, tellement froid. J'ai l'impression qu'il ne m'aime pas vraiment, qu'il fait juste semblant parce que c'est ce qu'on attend de lui. Il t'aime, Damien, à sa façon. Peut-être, mais ce n'est pas la façon que j'aurais aimé. Il avait marqué une pause. Puis, il avait ajouté « Sa mère l'a élevé dans l'idée que tout lui était dû, que parce qu'il était notre fils unique, tout lui reviendrait automatiquement. » Elle lui répétait « Un jour, tout cela sera à toi. » Comme si c'était une promesse, un contrat. Et toi? Moi, j'ai essayé de lui apprendre autre chose, que rien n'est jamais acquis, qu'il faut mériter les choses, travailler, respecter, mais je crois que je n'ai pas réussi. Le message de sa mère est resté plus fort que le mien. J'avais pris sa main. Tu as fait de ton mieux, Damien. Oui, mais est-ce que mon mieux était suffisant? Cette conversation me revenait maintenant avec une clarté douloureuse. Damien savait. Il avait toujours su. C'est pour cela qu'il avait pris ses dispositions. Non pas pour punir Arthur, mais pour me protéger de cette conviction ancrée en lui que tout lui était dû. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé une lettre dans la boîte. Une enveloppe blanche, sans timbre. Quelqu'un l'avait déposée directement. J'ai ouvert. C'était une lettre d'avocat. Maître Bernard Leclerc, cabinet à Paris. Madame, je représente Monsieur Arthur Durand dans le cadre de la succession de feu Monsieur Damien Durand. Mon client souhaite porter à votre connaissance son intention d'examiner en détail les conditions dans lesquelles le testament a été rédigé. Bien que légalement valide, mon client estime que certains éléments pourraient justifier une contestation morale, voire juridique, notamment concernant l'influence potentielle exercée sur un homme affaibli par la maladie. Mon client souhaite également vous informer qu'il se réserve le droit d'entreprendre toute démarche légale nécessaire pour protéger ses intérêts et faire valoir ses droits légitimes en tant qu'héritier direct et fils unique du défunt. Je vous invite à prendre contact avec votre propre conseil juridique afin d'éviter toute procédure contentieuse qui pourrait s'avérer longue et pénible pour toutes les parties. Veuillez agréer, madame, mes salutations distinguées. Maître Bernard Leclerc. Mes mains tremblaient. Arthur me menaçait. Il n'avait pas le courage de me le dire en face. Alors il envoyait un avocat faire le travail à sa place. Influence potentielle exercée sur un homme affaibli.
Comment osait-il? Damien était lucide. Damien avait toute sa tête quand il avait rédigé ce testament. Il l'avait fait en septembre, 3 mois avant de mourir. Il n'était pas affaibli, il était malade. Oui, mais conscient. Totalement conscient. Et Arthur le savait. Mais il était prêt à mentir, à salir la mémoire de son propre père, juste pour récupérer ce qu'il considérait comme son dû. J'ai appelé Maître Fontaine le lendemain matin. Je lui ai lu la lettre. Ne vous inquiétez pas, Madame Durand. C'est une tactique d'intimidation classique. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance devant un tribunal. Le testament est parfaitement légal. Votre mari avait un certificat médical attestant de sa pleine capacité. 2 témoins ont signé. Tout est en ordre. Mais s'ils vont quand même en justice, ils peuvent essayer, mais ils perdront, et cela leur coûtera très cher, en temps, en argent, en réputation. Arthur est prêt à tout, apparemment. La colère rend parfois les gens irrationnels, mais tôt ou tard, il devra accepter la réalité. Et en attendant, vous vivez votre vie. Vous ne vous laissez pas intimider. Et vous me contactez immédiatement si vous recevez quoi que ce soit d'autre. J'ai raccroché. Mais ces mots ne m'ont pas vraiment rassuré, parce que je connaissais Arthur maintenant. Je connaissais sa détermination, sa froideur, sa capacité à ne jamais lâcher prise. Noël approchait. Les années précédentes, Damien et moi faisions un petit réveillon. Juste nous deux. Un bon repas. Une bouteille de vin. Des bougies. De la musique douce. C'était simple. Intime. Parfait. Cette année, je n'avais envie de rien. L'idée de décorer un sapin me semblait absurde. L'idée de préparer un repas de fête me paraissait obscène. Damien était mort. Arthur me haïssait. Et moi, j'étais seule. J'ai pensé accepter une invitation d'une amie. Béatrice, une ancienne collègue du cabinet d'avocats où je travaillais autrefois. Elle m'avait appelé plusieurs fois. « Viens passer Noël avec nous, Margot, tu ne dois pas rester seule. » Mais je n'avais pas envie de sourire, de faire semblant, de jouer la veuve courageuse qui surmonte son chagrin. Alors j'ai refusé poliment. « C'est gentil, Béatrice, mais je préfère rester chez moi cette année. J'ai besoin de calme. »« Tu es sûre ? » ?»« Oui, merci. Vraiment. » La veille de Noël, il a neigé. Une neige légère qui ne tenait pas au sol, mais qui rendait tout blanc et silencieux pendant quelques heures. Je suis restée assise près de la fenêtre du salon. J'ai regardé les flocons tomber. J'ai pensé à tous les Noëls passés, à tous ceux que je ne vivrai plus avec Damien. J'ai sorti l'alliance de ma poche. Je l'ai passée à mon doigt. Elle était trop grande pour moi, mais je l'ai gardée là quand même, comme pour sentir Damien près de moi, comme pour ne pas être complètement seule. Le téléphone a sonné. Mon cœur a bondi. Peut-être Arthur. Peut-être avait-il décidé d'appeler pour Noël, pour faire la paix. Mais non, c'était Béatrice. Joyeux Noël, Margot. Joyeux Noël, Béatrice. Tu vas bien? Ça va? Tu mens très mal, tu sais. J'ai souri malgré moi. Je sais. Tu es sûre que tu ne veux pas venir? Il n'est pas trop tard. Non. Merci, je vais bien, vraiment. Nous avons parlé quelques minutes. De tout, de rien. Elle essayait de me distraire. C'était gentil, mais cela ne changeait rien au vide que je ressentais. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé de nouveau par la fenêtre. La neige avait cessé. Le ciel était noir. Les rues étaient désertes. Et moi, j'étais là, seule, dans cette maison trop grande, avec juste une alliance à mon doigt et un chagrin que rien ne pouvait consoler. Les fêtes sont passées comme un brouillard gris. Le 1er janvier 2025 est arrivé sans que je m'en aperçoive vraiment. Une nouvelle année. La première sans Damien. J'ai commencé à trier ses affaires, pas pour les jeter, juste pour mettre de l'ordre, comprendre, me rapprocher de lui d'une certaine façon. Dans son bureau, j'ai trouvé des carnets que je ne connaissais pas. Damien y notait tout, ses projets d'architecture, mais aussi des pensées, des réflexions, des observations sur la vie. Un carnet en particulier a attiré mon attention. Il était daté de 2023, l'année du diagnostic. J'ai commencé à lire. 15 mars 2023. Arthur a appelé aujourd'hui. Il voulait savoir si j'avais pensé à mettre à jour mon testament. Il dit que c'est important pour éviter les complications. J'ai trouvé ça étrange. Je ne suis pas encore mort. Pourquoi cette urgence? J'ai dit que tout était en ordre. Il a insisté. Papa, il faut que les choses soient claires, pour Margot et pour moi, comme si nous étions en conflit. Nous ne le sommes pas. Pas encore. Mon cœur s'est serré. Mars 2023. 6 mois avant le diagnostic. Arthur pensait déjà à l'héritage.
J'ai continué à lire. 28 juin 2023. Dîner avec Arthur hier soir. Il est venu à Lyon pour passer du temps ensemble. Mais pendant tout le repas, il n'a parlé que d'immobilier, de la valeur des maisons dans le quartier, de l'évolution du marché. Margot a essayé de changer de sujet plusieurs fois. Arthur revenait toujours là-dessus. À la fin du repas, il m'a dit « Papa, cette maison vaut une fortune maintenant. Tu as fait un excellent investissement. » Un investissement. Comme si ce n'était pas notre maison, notre vie. Juste un bien à évaluer. Je me souvenais de ce dîner. Je me souvenais du malaise que j'avais ressenti, de la façon dont Arthur avait regardé chaque pièce comme s'il faisait déjà l'inventaire. J'ai tourné les pages. 10 octobre 2023. Le diagnostic est tombé. J'ai dit à Arthur au téléphone. Il y a eu un silence. Puis il a demandé « Combien de temps ?» Pas « Comment tu te sens ?» Pas « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Juste « Combien de temps ?» J'ai répondu que les médecins ne savaient pas exactement. Entre 1 et 3 ans, peut-être. Arthur a dit « D'accord, tiens-moi informé. » Puis il a raccroché. Margot pleurait dans mes bras. Arthur, lui, calculait déjà. Les larmes coulaient sur mes joues. Damien avait tout vu, tout compris, et il avait gardé ça pour lui, pour me protéger, pour ne pas me blesser davantage. 22 novembre 2023. J'ai pris rendez-vous avec Maître Fontaine. Je vais refaire mon testament. Arthur ne le sait pas encore, et je ne lui dirai rien jusqu'à ce que tout soit signé. Je ne fais pas ça par méchanceté. Je le fais par lucidité. Mon fils attend ma mort. Il ne me visite pas par amour. Il vient vérifier que je suis encore là, que son investissement est protégé. Margot mérite mieux. Elle m'a aimé sans rien attendre. Elle est restée à mes côtés quand je n'avais plus rien à offrir qu'un corps qui déclinait. Elle mérite d'être protégée. J'ai fermé le carnet. Je ne pouvais plus lire. C'était trop douloureux. Damien avait tout vu venir. La froideur d'Arthur, son impatience, son calcul. Et maintenant, je comprenais pourquoi il m'avait écrit cette lettre, pourquoi il avait pris ces dispositions. Ce n'était pas un caprice, c'était une nécessité. Début janvier, j'ai reçu un deuxième courrier de l'avocat d'Arthur, plus agressif cette fois. Madame, face à votre silence et votre refus de négocier, mon client m'a chargé d'entamer une procédure de contestation du testament. Nous estimons que des éléments troublants entourent les conditions de sa rédaction. Mon client exige également un audit complet des finances de feu son père pour vérifier qu'aucun transfert frauduleux n'a été effectué dans les mois précédant le décès. Vous disposez de 15 jours pour répondre. Passé ce délai, nous saisirons le tribunal. J'ai appelé Maître Fontaine immédiatement. Ils bluffent, Madame Durand. Laissez-moi gérer. Mais s'ils me traînent en justice, ils n'ont aucune preuve, aucun élément. C'est de l'intimidation pure, ne leur répondez pas. Je m'en occupe, mais cette lettre m'avait ébranlé. Arthur ne reculait pas. Il allait au bout de sa colère. Et moi, j'étais épuisée. Un soir, j'ai relu la lettre que Damien m'avait laissée. Sois forte, ma Margot. Sois digne. Je touchais son alliance, je fermais les yeux, et je me demandais combien de temps encore je pourrais tenir. Le 15 janvier 2025, 3 jours après avoir reçu la dernière lettre de l'avocat d'Arthur, quelque chose s'est produit. J'étais dans le salon quand j'ai entendu une voiture se garer devant la maison, puis des pas, puis la sonnette. Mon cœur s'est accéléré. Je ne recevais jamais personne. J'ai ouvert la porte. Arthur était là, debout sur le perron. Son visage était fermé, ses yeux froids. Il faut qu'on parle. Arthur. Maintenant, Margot. Il est entré sans attendre mon invitation. Il a marché directement vers le salon. Je l'ai suivi, le cœur battant. Il s'est retourné brusquement. J'ai réfléchi. Mon avocat m'a dit que je perdrais en justice, que le testament est inattaquable. Je sais. Alors voilà ce que je te propose. Tu me vends la maison, au prix du marché, et tu gardes l'argent. C'est équitable. J'ai secoué la tête. Cette maison, c'est tout ce qui me reste de Damien. Je ne la vendrai pas. Alors tu me la loues? Je veux vivre ici. C'est ma maison d'enfance. Arthur, tu vis à Paris. Tu as ta vie là-bas. Ma vie? Il a ri. Un rire amer. Ma vie était ici, avec mon père, avant que tu n'arrives. Je ne t'ai rien pris. Tu m'as tout pris, il a crié. Vraiment crié. Tu es arrivé quand j'avais 15 ans. Ma mère venait de mourir. Et toi, tu as pris sa place, dans la maison, dans le lit de mon père, dans sa vie. Je n'ai jamais voulu prendre la place de ta mère.
Mais tu l'as fait quand même. Et maintenant, tu as même pris mon héritage. Ton père a décidé. Mon père était malade. Tu en as profité. Arthur, ton père était lucide. Il savait exactement ce qu'il faisait. Mensonge. Il s'est approché de moi. Trop près. Je voyais la rage dans ses yeux. Tu sais ce que je pense, Margot? Je pense que tu as attendu qu'il soit faible, que tu l'as convaincu que j'étais un mauvais fils, que je ne méritais rien. C'est faux. Alors pourquoi? Pourquoi il a fait ça? J'ai hésité. Puis j'ai décidé de dire la vérité. Toute la vérité. Parce qu'il t'a vu, Arthur. Il a vu comment tu le regardais, comment tu attendais, comment tu calculais. Quoi? Il a écrit dans ses carnets. Il a noté toutes tes visites, toutes tes questions sur l'héritage, toutes tes remarques sur la valeur de la maison. Il savait que tu n'étais pas venu par amour. Arthur est devenu pâle. Tu mens. Non. Les carnets sont là-haut. Je peux te les montrer. Un silence terrible s'est installé. Puis Arthur a murmuré. Il pensait vraiment ça de moi? Oui. Et ça le brisait le cœur. Arthur s'est éloigné. Il a marché vers la fenêtre. Il est resté là, le dos tourné, pendant de longues minutes. Quand il s'est retourné, ses yeux étaient rouges, mais pas de larmes. Juste de la colère, une colère froide, contenue. Tu sais ce que je vais faire, Margot? Quoi? Je vais attendre. Je vais attendre que tu meures. Et quand ce jour viendra, je reviendrai ici. Et je prendrai tout. Arthur. Non, écoute-moi bien. Tu peux garder cette maison. Tu peux vivre ici 20 ans, 30 ans. Je m'en fiche. Mais un jour, tu mourras. Et ce jour-là, tout redeviendra comme ça aurait toujours dû être. C'est vraiment ça que tu veux? Attendre ma mort? C'est toi qui m'y oblige. Non, c'est ton père qui a décidé. Et il l'a fait parce qu'il te connaissait mieux que tu ne le crois. Arthur a attrapé ses clés. Je ne reviendrai plus ici. Plus jamais. Du moins, pas tant que tu seras en vie. Il s'est dirigé vers la porte. Puis, il s'est arrêté. Une dernière chose. Ne t'attends pas à ce que je vienne à ton enterrement. Quand tu mourras, je ne pleurerai pas. Je récupérerai juste ce qui est à moi. Il est sorti. J'ai entendu la voiture démarrer, puis le silence. Je suis restée debout au milieu du salon, tremblante, vidée. Je touchais l'alliance de Damien dans ma poche. Il est parti, Damien. Pour de bon cette fois. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à tout. À ces 20 ans avec Damien, à Arthur adolescent, à toutes ces années où j'avais essayé de construire quelque chose qui n'avait jamais vraiment existé. Arthur ne m'avait jamais accepté. Jamais. Et maintenant, je comprenais pourquoi. Pour lui, j'avais toujours été l'intruse, celle qui avait volé la place de sa mère, celle qui avait détourné l'amour de son père. Mais Damien ne s'était pas laissé détourner. Il avait choisi, en toute conscience, en toute lucidité. Et ce choix, je devais l'honorer. Même si cela signifiait vivre seul, même si cela signifiait porter le poids de la haine d'Arthur pour le reste de ma vie. Le lendemain matin, j'ai reçu un dernier email d'Arthur. « Margot, mon avocat cessera toute procédure. Tu as gagné. Profite de ta victoire. Mais souviens-toi d'une chose. Chaque jour que tu passes dans cette maison, c'est un jour volé à ma vie. Chaque euro que tu dépenses, c'est mon argent que tu gaspilles. Je ne te reverrai plus. Mais je ne t'oublierai pas. Ah, j'ai fermé l'ordinateur. C'était fini. Arthur était sorti de ma vie. Définitivement. Et moi, j'étais libre. Libre, mais seul. Je suis monté dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir. J'ai sorti l'alliance de Damien. Je l'ai passé à mon doigt, et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai vraiment pleuré. Non pas de tristesse, mais de soulagement, de libération. La bataille était terminée, et j'avais survécu. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Pour la première fois depuis la mort de Damien, j'ai pu respirer sans cette tension permanente. Arthur était parti. Les menaces avaient cessé. Le silence était revenu. Mais c'était un silence différent. Pas celui du deuil. Celui de l'acceptation. J'ai continué à ranger la maison, à mettre de l'ordre dans les papiers de Damien, dans nos souvenirs. J'ai trié des photos. Certaines, je les ai gardées. D'autres, je les ai mises dans une boîte pour Arthur. Un jour, peut-être, il voudrait les récupérer. Fin janvier, Maître Fontaine m'a appelé. « Madame Durand, j'ai reçu confirmation de l'avocat d'Arthur. Toute procédure est abandonnée. C'est terminé. Merci, maître. Comment allez-vous ? Je ne sais pas. Mieux, je crois. Vous avez été très courageuse. Je n'ai pas eu le choix. Si, vous auriez pu céder. Beaucoup l'auraient fait. J'ai raccroché. Ces mots résonnaient en moi.
Vous auriez pu céder. Oui, j'aurais pu. J'aurais pu vendre la maison à Arthur, lui donner ce qu'il voulait, acheter la paix. Mais cela aurait été trahir Damien, trahir son choix, sa confiance. Début février, j'ai reçu une visite inattendue. C'était un homme d'une quarantaine d'années. Il portait un costume élégant et tenait une mallette. « Madame Durand, je m'appelle Philippe Renaud. J'étais un collègue de votre mari. Enchanté. Je suis désolé de vous déranger. Mais j'ai appris pour tout. Et je voulais vous dire quelque chose. Entrez, je vous en prie. » Nous nous sommes assis dans le salon. Il semblait nerveux. Damien m'avait parlé de vous, de sa décision concernant le testament. Il voulait que je témoigne si jamais son fils contestait. Je ne savais pas. Il était très clair. Il m'a dit « Arthur ne comprend pas ce qu'est l'amour. Il ne comprend que la possession. » Ce sont ses mots exacts. Mon cœur s'est serré. Il voulait que vous sachiez qu'il vous aimait profondément et qu'il ne regrettait rien. Philippe est reparti peu après. Mais ces mots sont restés, comme un dernier cadeau de Damien. Mars est arrivé. 4 mois sans Damien. 4 mois où j'avais appris à vivre seul, à occuper cette grande maison, à me réveiller sans lui, à m'endormir sans lui. J'ai commencé à sortir davantage, à voir des amis, à marcher dans Lyon, à revisiter tous les endroits où Damien et moi avions nos habitudes. Le petit café de la rue des Marronniers où nous prenions nos petits déjeuners le dimanche. Le parc de Loyasse où nous nous asseyions sur notre banc. La librairie où Damien achetait ses livres d'architecture. Partout, je retrouvais des traces de lui. Mais elles ne me faisaient plus aussi mal. Elles me rappelaient juste que j'avais été aimée, vraiment aimée. Un soir, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des mois. J'ai ouvert le placard de Damien. Ses vêtements étaient encore là, ses costumes, ses chemises, ses pulls. Tout sentait encore son eau de Cologne. J'ai commencé à trier. Certaines choses, je les ai données à une association. D'autres, je les ai gardées. Pas pour les porter, juste pour les garder près de moi. Dans la poche d'une veste, j'ai trouvé un petit mot plié. Pour Margot. Si un jour tu doutes, si un jour tu te demandes si tu as bien fait, regarde cette alliance. Elle n'est pas juste un bijou. Elle est la preuve que l'amour existe. Vraiment. D. J'ai regardé l'alliance à mon doigt. L'alliance de Damien que je portais maintenant tous les jours. Et j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment souri. Merci Damien. Pour tout. Arthur ne donnait plus de nouvelles. Aucun message. Aucun appel. C'était comme s'il avait décidé que je n'existais plus. Et étrangement, cela ne me faisait plus mal. J'avais compris que certaines relations ne peuvent pas être sauvées. Que parfois, la distance est la seule solution. Damien avait essayé pendant des années de construire un pont entre Arthur et moi. Mais on ne peut pas forcer l'amour. On ne peut pas forcer l'acceptation. Arthur resterait dans sa colère, dans son sentiment d'injustice. Et moi, je continuerais ma vie. Sans lui. C'était triste, mais c'était nécessaire. Un soir de mars, je suis retournée à Loyasse, sur notre banc. Le soleil se couchait sur Lyon. Le ciel était rose et doré. J'ai touché l'alliance à mon doigt. Tu avais raison, Damien. J'étais plus forte que je ne le croyais. Le vent soufflait doucement. Les arbres bougeaient. Et j'ai eu cette impression étrange que Damien était là. Pas physiquement, mais d'une autre façon. Dans le silence, dans la lumière, dans la paix qui m'habitait enfin. Avril 2025. 5 mois sans Damien. Le printemps revenait à Lyon. Les arbres bourgeonnaient. Les terrasses se remplissaient. La vie continuait. Et moi aussi je continuais. J'avais pris une décision importante. Je ne voulais plus vivre seule dans cette grande maison. Pas parce qu'elle me faisait peur, mais parce qu'elle était trop grande pour une seule personne. J'ai contacté une association qui aidait les femmes en difficulté. Des femmes qui sortaient de situations compliquées, qui avaient besoin d'un endroit sûr pour recommencer. Je voudrais transformer l'étage en appartement indépendant, pour accueillir quelqu'un temporairement, gratuitement. La responsable de l'association, Madame Leroy, était venue visiter. C'est généreux, Madame Durand. Mon mari était architecte. Il aimait que les maisons servent, qu'elles abritent. C'est ce qu'il aurait voulu. Les travaux ont commencé fin avril. Rien de compliqué. Juste installer une petite cuisine à l'étage. Séparer les espaces. Créer un lieu de vie indépendant. Pendant ce temps, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire du reste de ma vie. J'avais 60 ans. J'étais en bonne santé. J'avais des moyens. Grâce à Damien, je n'avais pas de soucis financiers.
Mais l'argent ne servait à rien s'il restait immobile, s'il ne créait rien, s'il ne changeait rien. En mai, une jeune femme de 28 ans est arrivée. Elle s'appelait Céline. Elle sortait d'une relation difficile. Elle avait besoin d'un endroit calme pour se reconstruire. Nous avons établi des règles simples. Elle occupait l'étage, moi le rez-de-chaussée. Nous étions indépendantes, mais nous pouvions nous croiser, discuter si elle en avait besoin. Les premiers jours, Céline était silencieuse, méfiante. Elle montait et descendait sans faire de bruit, comme si elle avait peur de déranger. Puis, petit à petit, elle s'est détendue. Un soir, elle a frappé à ma porte. « Madame Durand, je voulais vous remercier. Ce n'est rien. Si, c'est beaucoup. Vous ne me connaissez pas, mais vous m'avez fait confiance. Nous avons pris un thé ensemble. Elle m'a raconté son histoire. Pas tout, juste des fragments. J'ai écouté, sans juger, sans conseiller. Parfois, écouter suffit. Début juin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était un notaire de Paris, pas Maître Fontaine, quelqu'un d'autre. « Madame Durand, je me permets de vous contacter concernant Monsieur Arthur Durand. » Mon cœur s'est arrêté. Il lui est arrivé quelque chose? Non, non, rien de grave. Mais il semblerait que Monsieur Durand ait des difficultés financières, des dettes importantes. Je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez. Monsieur Durand a tenté d'obtenir un prêt en utilisant sa future succession comme garantie. Les banques m'ont contacté pour vérification. Je voulais confirmer la situation juridique. J'ai fermé les yeux. Arthur essayait d'emprunter sur un héritage qu'il n'aurait peut-être que dans 20 ou 30 ans. La situation est simple, maître. Arthur héritera uniquement à mon décès, ou si je décide de lui transférer quelque chose, ce qui n'est pas prévu pour l'instant. Je comprends. Merci de votre clarté. J'ai raccroché. Je me suis assise. Arthur s'était mis dans une situation impossible. Il avait probablement vécu au-dessus de ses moyens, en comptant sur cet héritage rapide. Et maintenant, il payait le prix de son impatience. Je n'ai ressenti ni joie, ni tristesse. Juste une forme de compassion distante. Arthur récoltait ce qu'il avait semé. La vie s'occupait de lui enseigner ce que Damien n'avait jamais réussi à lui apprendre. Ce soir-là, j'ai sorti l'alliance de Damien. Je l'ai regardé à la lumière de la lampe. Tu vois, Damien, je ne l'ai pas puni. Je n'ai rien fait contre lui, mais la vie lui a montré, comme tu l'avais prévu. Le testament de Damien n'était pas une vengeance, c'était une leçon sur la patience, sur le respect, sur le fait que rien n'est jamais acquis. Arthur devait apprendre, et il apprenait, à sa façon, durement. Fin juin, Céline m'a annoncé qu'elle avait trouvé un travail, un CDD dans une librairie du centre-ville. Je vais pouvoir repartir bientôt, me trouver un petit studio. Il n'y a pas d'urgence, Céline. Prends ton temps. Vous avez déjà tellement fait. J'ai juste partagé un espace, rien de plus. Elle m'a souri. Non, vous m'avez montré qu'on peut recommencer, que tout n'est pas fini après une épreuve. Ces mots m'ont touchée plus qu'elle ne le pensait. Parce qu'elle avait raison. On pouvait recommencer. Même à 60 ans. Même après avoir tout perdu. Damien était parti. Arthur m'avait rejeté. Mais j'étais encore là. Et j'avais encore des choses à donner. Septembre 2025. Presque un an sans Damien. L'automne revenait. Les feuilles commençaient à tomber. Lyon se parait de couleurs dorées. Céline était partie en août. Elle avait trouvé son studio. Elle m'appelait régulièrement. Merci encore, Madame Durand. Ces mots me réchauffèrent le cœur. J'avais accueilli une autre femme, Louise, 42 ans. 2 enfants qu'elle voyait un week-end sur 2. Elle reconstruisait sa vie lentement. La maison vivait de nouveau. Elle servait, comme Damien l'aurait voulu. Un matin de septembre, j'ai reçu un coup de téléphone. Un numéro inconnu. « Madame Durand, c'est Philippe Renaud, le collègue de votre mari. Bonjour, monsieur Renaud. Je voulais vous prévenir. J'ai croisé Arthur hier, à Paris. » Mon cœur s'est accéléré. Comment allait-il? Un silence. Puis, pas bien, je dois dire. Il avait l'air épuisé, amaigri. Il m'a évité quand il m'a vu. Mais j'ai entendu des choses. Quelles choses? Qu'il a perdu son travail, des problèmes de dette. Il aurait dû vendre son appartement à Paris. J'ai fermé les yeux. Je vois. Je suis désolée de vous apprendre ça. Mais je me suis dit que vous deviez savoir. Merci, monsieur Renaud. Après avoir raccroché, je suis restée assise longtemps. Arthur avait tout perdu. Son travail, son appartement, probablement sa fierté aussi. Pas parce que je l'avais attaqué, pas parce que je l'avais puni,
mais parce qu'il avait vécu dans l'attente, dans l'impatience, dans la conviction que tout lui était dû, et la vie lui avait montré que non, rien n'est jamais dû. Fin septembre, 7 jours après cet appel, on a sonné à ma porte. C'était en fin d'après-midi. La lumière déclinait déjà. J'ai ouvert. Arthur était là, sur le perron, exactement comme en janvier. Mais cette fois, il était différent. Ses vêtements étaient froissés, son visage creusé, ses yeux cernés. Il ne portait plus de montre suisse, plus de chaussures italiennes. Il avait l'air d'un homme brisé. « Margot !» Sa voix tremblait. « Arthur, je peux entrer, s'il te plaît ?» J'ai hésité. Puis, j'ai ouvert la porte en grand. Nous nous sommes assis dans le salon. Le même salon où, 9 mois plus tôt, il m'avait crié dessus. Où il m'avait dit qu'il attendrait ma mort. Cette fois, il ne criait pas. Il regardait ses mains, comme s'il ne savait pas par où commencer. J'ai tout perdu. Je sais. Comment tu sais? Quelqu'un m'a appelé. Il a hoché la tête. Bien sûr. Un long silence. J'ai essayé d'emprunter de l'argent. Beaucoup d'argent. En garantissant avec l'héritage. La banque a refusé. Et mon employeur l'a su. Ils ont considéré que c'était irresponsable. Ils m'ont licencié. Je suis désolé, Arthur. Non. Il a levé les yeux vers moi. Ne dis pas ça. Tu n'es pas désolé. Et tu as raison. Arthur. J'ai tout gâché, Margot. Tout. Mon travail, mon appartement, ma vie, tout. Parce que je ne pensais qu'à ça, qu'à cet héritage, qu'à cette maison. Il a regardé autour de lui. Et aujourd'hui, je suis là, devant toi, à demander, sa voix s'est brisée, à te demander de l'aide. Mon cœur s'est serré. Quelle aide? De l'argent, un prêt, n'importe quoi, je ne sais plus où aller. J'ai regardé cet homme de 35 ans, cet homme qui m'avait rejeté, qui m'avait haï, qui avait souhaité ma mort. Et maintenant, il était là, désespéré, humilié, brisé. Arthur, regarde-moi. Il a levé les yeux. Je vais te dire quelque chose. Et j'ai besoin que tu m'écoutes vraiment. D'accord. Ton père ne t'a pas déshérité par méchanceté. Il l'a fait parce qu'il t'aimait, parce qu'il voulait que tu apprennes quelque chose d'essentiel. Quoi? Que la vie ne nous doit rien. Que tout se construit. Que tout se mérite. Pas par le sang, pas par le nom. Mais par nos actes. Par nos choix. Arthur a baissé la tête. Je sais. Maintenant, je sais. Mais c'est trop tard. Non, ce n'est jamais trop tard. J'ai sorti mon téléphone. J'ai passé un appel rapide. Puis j'ai raccroché. J'ai une amie qui dirige une agence d'architecture à Lyon. Elle cherche quelqu'un. Je lui ai parlé de toi. Elle est d'accord pour te rencontrer. Arthur m'a regardé, incrédule. Pourquoi tu fais ça? Parce que ton père aurait voulu que je t'aide. Pas en te donnant de l'argent, mais en te donnant une chance. Je ne mérite pas, peut-être, mais tu es le fils de Damien. Et ça compte. Arthur est resté silencieux longtemps. Puis il a murmuré « Je suis désolé, Margot. Pour tout. Je sais. Je t'ai dit des choses terribles. Oui, je ne peux pas les effacer. Non, mais tu peux faire mieux maintenant. » Il s'est levé. Il semblait perdu, fragile. L'appartement à l'étage est libre en ce moment. Tu peux y rester quelques semaines. Le temps de te stabiliser, de trouver quelque chose. Je ne peux pas accepter ça. Si, tu peux, mais à une condition. Laquelle? Tu ne me dois rien. Tu ne me remercieras pas tous les jours. Tu vivras juste, honnêtement. Et tu réfléchiras à ce que ton père voulait vraiment te transmettre. Arthur a hoché la tête. Les larmes coulaient, maintenant. Silencieusement. Merci. Va te reposer. On reparlera demain. Il est monté à l'étage. J'ai entendu la porte se fermer doucement. Je suis resté seul dans le salon. J'ai touché l'alliance de Damien. J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait. J'espère que tu comprends. La vie avait fait son travail. Arthur avait chuté. Il avait touché le fond. Il avait compris. Pas par mes mots, pas par ma colère, mais par les conséquences naturelles de ses propres choix. Et maintenant, il avait une chance, une seule, de recommencer, différemment. Le reste dépendait de lui. Janvier 2025. 1 an. 1 an exactement depuis la mort de Damien. Arthur était resté 3 mois à l'étage. Il avait obtenu le poste dans l'agence d'architecture. Il travaillait dur. Il parlait peu. Mais il était présent. Nous prenions parfois le café ensemble le dimanche matin. Des conversations courtes, sans effusion. Juste 2 personnes qui apprenaient à coexister. Un jour, il m'a dit « Je cherche un appartement.
Je ne veux pas abuser. Tu n'abuses pas. Mais si tu es prêt, c'est bien. Il a trouvé un petit studio dans le 7e arrondissement. Modeste, à sa mesure. Le jour de son départ, il est venu me voir. Margot, je ne sais pas comment te remercier. Tu l'as déjà fait, en changeant. Je ne sais pas si j'ai vraiment changé, mais j'essaie. C'est tout ce qu'on peut faire. Essayer. Il est parti. Cette fois, sans colère, sans haine, juste avec une forme de paix fragile. Aujourd'hui, je suis assise sur notre banc à Loyasse. Le même où Damien et moi venions si souvent. Lyon s'étend en contrebas. Le ciel est gris mais lumineux. Je porte son alliance au doigt. Elle ne me quitte plus. Je pense à tout ce chemin parcouru, à la douleur de perdre Damien, à la violence de la confrontation avec Arthur, à la solitude, à la peur, mais aussi à la force que j'ai découverte en moi. Cette force que Damien voyait déjà et que je ne voyais pas. Arthur ne m'a jamais demandé de lui transférer quoi que ce soit. Je crois qu'il a compris que ce n'était plus la question. La question n'était plus l'argent, ni la maison. C'était le respect, la dignité, la capacité à se construire soi-même. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'Arthur et moi ne serons jamais proches, peut-être que cette distance restera toujours. Mais au moins, il n'y a plus de haine, plus de violence, juste une forme de compréhension silencieuse. La maison continue d'accueillir des femmes, 4 depuis Céline. 4 vies qui ont recommencé entre ces murs. Damien serait fier, je crois. L'argent que Damien m'a laissé sert. Il ne dort pas sur un compte. Il aide, il construit, il répare. C'est ça, l'héritage véritable. Pas ce qu'on possède, mais ce qu'on fait avec. Parfois, je relis la lettre que Damien m'avait laissée. Sois forte, ma Margot. Sois digne. Sois toi-même. J'ai essayé, Damien. J'ai vraiment essayé. Et je crois que j'ai réussi. Pas parfaitement, mais honnêtement. Tu m'as protégée. Tu m'as aimée. Tu m'as donné les moyens de continuer sans toi. Et pour ça, je te serai éternellement reconnaissante. Il y a quelques jours, Arthur m'a appelé. Margot, je voulais te dire, le 15 novembre, ça fera 1 an. Je voudrais aller au cimetière, avec toi, si tu veux bien. Mon cœur s'est serré. Oui, Arthur, je veux bien. Merci. Ce n'est pas grand-chose, juste un geste. Mais c'est un début de quelque chose qui ressemble peut-être, un jour, à une forme de famille. Pas comme avant, pas comme Damien l'aurait rêvé, mais à notre façon, imparfaite, mais vraie. La vie m'a appris une chose essentielle. La justice ne vient pas toujours de nos mains. Elle vient du temps, des choix, des conséquences naturelles de nos actes. Arthur a payé le prix de son impatience, de sa dureté, de son incapacité à voir au-delà de ce qu'il croyait lui être dû. Mais il a aussi eu une deuxième chance, parce que c'est ce que Damien aurait voulu. Non pas la vengeance, mais la possibilité de grandir. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à tenir bon face à l'injustice, à croire en sa propre force, alors tout cela aura eu un sens. La vie nous met parfois dans des situations impossibles. Des moments où tout semble perdu, où la solitude nous écrase, où la peur nous paralyse. Mais il y a toujours une issue. Toujours. Elle ne ressemble pas forcément à ce qu'on imaginait. Mais elle existe. Damien me l'a montré. En me protégeant. En me faisant confiance. En me donnant les moyens d'exister après lui. Et aujourd'hui, je suis là. Vivante. Debout. Digne. Avec son alliance au doigt. Et son amour dans le cœur. Pour toujours. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.